Bonjour à toutes et à tous. Le dédoublement des classes de CP et CE1 est une mesure en faveur de l'éducation prioritaire qui est inscrite dans l'objectif de 100% de réussite au CP afin de garantir pour chaque élève l'acquisition des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui. L'enseignement doit être structuré et explicite. Il vise un meilleur suivi des besoins de chacun, une attention particulière au processus d'apprentissage de l'élève, un traitement de la difficulté et une remédiation rapide, mais aussi une analyse réflexive des gestes professionnels, une plus grande cohésion au sein de l'école et une mise en commun des outils et des pratiques d'apprentissage entre les professeurs des écoles. Je vais développer quelques chapitres de ce vadémécum, le pilotage des classes dédoublées, 100% de réussite en CP et CE1. Le chapitre 1 aborde les contenus d'enseignement et les pratiques reliées aux préconisations officielles. On nous explique que les textes officiels de référence sont les programmes des cycles 2, 3 et 4, les 4 recommandations qui sont parues au bulletin officiel du 26 avril 2018, les attendus de fin d'année et les repères annuels de progression qui sont parus au bulletin officiel du 28 mai 2019, ainsi que 2 ouvrages, le guide pour l'enseignement de la lecture et de l'écriture au CP et le guide pour le CE1. Il faut ajouter les ressources d'accompagnement 100% de réussite sur Eduscol. Alors, quels sont les attendus de fin de CP et de fin de CE1? La lecture à haute voix est une activité essentielle chaque jour pour faire progresser les élèves qui maîtrisent le décodage, mais dont la lecture reste lente. Au CP, à partir des périodes 3 ou 4, au plus tard, les élèves doivent être habitués à lire 5 fois le même texte afin de le lire plus vite. Ce texte est de plus en plus long et en fin d'année, le rythme de 50 mots par minute doit être atteint. Au CE1, l'automatisation du décodage conduit les élèves à lire au moins 70 mots par minute. Il est nécessaire de solliciter les élèves de CP sur des temps courts, très fréquents dans la même journée. Une séance d'apprentissage dure à peu près 20 minutes. Les séances de français et mathématiques sont réparties sur l'ensemble de la journée. Au début du CP, l'apprentissage du code est planifié de la manière suivante. Période 1 et 2, 3 séances courtes de 10 à 15 minutes. Période 3, 2 séances de 15 à 20 minutes. Et période 4 et 5, 2 séances de 30 minutes. Voici maintenant les 4 recommandations pour l'école élémentaire qui sont parues au bulletin officiel du 26 avril 2018. Tout d'abord, la lecture. Construire le parcours d'un lecteur autonome. Chaque jour, tous les élèves lisent à haute voix en présence du professeur des écoles, seul ou en petit groupe. L'automatisation du décodage s'obtient par un entraînement régulier à partir de listes de syllabes, de pseudomots, de mots contenant 1, puis 2 et 3 syllabes. Pendant ce temps, les élèves les plus performants peuvent par exemple préparer seuls ou à deux une lecture qui sera faite à l'ensemble du groupe. Le petit effectif permet d'utiliser des enregistrements pour que l'élève puisse améliorer sa lecture. Voyons maintenant l'enseignement de la grammaire et du vocabulaire. Les élèves doivent comprendre, analyser le fonctionnement de la langue et savoir appliquer les règles pour mieux lire et écrire. La compréhension de l'écrit repose sur la fluidité du déchiffrage, un lexique riche et la maîtrise des règles d'orthographe et de grammaire. Un travail planifié du langage oral permet d'étayer l'apprentissage des bases de la lecture en mobilisant le lexique et la syntaxe. Le professeur des écoles encourage tous les élèves à s'exprimer le plus possible. Il est très explicite quant à ses attentes. Syntaxe correcte, vocabulaire précis et approprié, respect des règles d'échange et écoute attentive des propos d'autrui. Tous les élèves, et particulièrement les petits parleurs, sont concernés. La pédagogie du langage oral demande une programmation détaillée en syntaxe et en vocabulaire et des séances de langage oral en petits groupes inscrites à l'emploi du temps.
Le professeur se dote d'outils d'évaluation, par exemple des grilles d'observation sur les progrès langagiers de chacun au fil de l'année. Il est plus facile de répartir très régulièrement la classe en 2 ou 3 petits groupes avec des élèves qui ont les mêmes besoins. Le professeur des écoles vise le réinvestissement des mots nouveaux. Voyons maintenant le vocabulaire. La compréhension de l'écrit repose sur la fluidité du déchiffrage et sur un vocabulaire étendu. La séance de vocabulaire est pratiquée très régulièrement selon une programmation qui est en cohérence avec les nouveaux programmes. La mémorisation du vocabulaire se fait avec des activités de catégorisation mettant en jeu la mémoire associative, les stratégies de récupération d'informations par exemple. L'enseignement du vocabulaire s'appuie sur le sens des mots, sur le lien qui existe entre les mots, l'analyse de leur formation. Les activités de tri, de catégorisation de mots ont toute leur place. Voyons maintenant les compétences en expression orale et écrite grâce à l'enseignement de la grammaire. L'enseignement de la grammaire est régulier, explicite, dès l'entrée au CP et vise les compétences de compréhension et d'expression orale et écrite. Orienter la grammaire vers la lecture consiste à la mettre au service de la compréhension des phrases et des textes. Dès le début de l'année, l'enseignant habitue ses élèves à exercer une vigilance orthographique et à mobiliser des connaissances grammaticales pour comprendre ce qu'ils lisent avec exactitude. Lors des séances de compréhension des textes, dès que les élèves sont en mesure de lire des petits énoncés de manière autonome, le professeur des écoles attire leur attention sur des indices et les habitue à prêter attention à la terminaison des mots du texte pour vérifier leur compréhension. C'est le texte sous les yeux que les élèves vont apprendre à accéder au sens avec un recours à la signification des mots, mais aussi un appui sur les marqueurs grammaticaux et sur la ponctuation. Lors de la leçon de grammaire, les phases de manipulation, suppression, ajout, déplacement des étiquettes sur lesquelles des mots ou des morceaux de phrases sont recopiés, tri de mots selon les catégories grammaticales, sont à privilégier. Voyons maintenant comment augmenter significativement les écrits en classe. En CP, le professeur des écoles aide l'élève en difficulté à rassembler ses idées et à structurer à l'oral ce qu'il souhaite écrire. Il favorise le passage du langage oral vers le langage écrit en cherchant à obtenir de l'élève un énoncé en langage correct du point de vue de la syntaxe et du lexique. Régulièrement, l'élève rédige des écrits très courts selon des contraintes explicites. Un mot, une phrase sous un dessin, des exercices à partir de mots ou de groupes de mots, la transcription de messages oraux qui sont déjà connus des élèves. La manipulation d'étiquettes suivie d'une copie du résultat obtenu va aider l'élève à mieux appréhender l'ordre des mots dans la phrase. L'élève qui présente des fragilités prend conscience de l'importance de l'ordre des mots dans la phrase. Il améliore son travail avec l'aide du professeur des écoles et utilise des outils comme le cahier de référence, les affichages dans la classe. Les tâches à multiples facettes pour écrire requièrent la maîtrise du geste graphique et la capacité à construire du langage écrit en respectant l'orthographe et la grammaire. Pour installer des automatismes en écriture dans les 4 dimensions, gestes graphiques, copie, dictée, rédaction, le professeur des écoles privilégie la répétition au travers d'entraînements réguliers, comme des petits exercices courts mais fréquents. La séance d'écriture guidée, de préférence en demi-groupe classe, soit 6 élèves placés face au tableau, s'effectue sous l'œil du professeur des écoles avec des remarques très explicites sur la formation des lettres, le sens du tracé, la taille des lettres, l'accroche des lettres entre elles. Il réalise devant l'élève des tracés en commentant son geste et en attirant l'attention des élèves sur les obstacles éventuels. Au CE1, un suivi individualisé permet de corriger les postures et les gestes qui freinent le geste graphique. Voyons maintenant l'enseignement du calcul. Du cycle 1 au CE1,
l'apprentissage des nombres et du calcul passe avant tout par des manipulations pour amener progressivement les élèves à verbaliser leurs procédures, puis à dépasser ces phases d'exploration. Concernant le calcul mental, la classe, qui est allégée, permet des sollicitations individuelles plus nombreuses pour l'explicitation des procédures par chacun des élèves et pour la restitution de résultats mémorisés ou à calculer rapidement, en complémentarité de l'usage de l'ardoise par exemple. Cela permet également l'utilisation de jeux à 2 ou 3 élèves avec des dés par exemple. La construction de jeux adaptés et évolutifs, par exemple construire des dominos avec une opération d'un côté, le résultat de l'autre, est possible. Concernant le calcul en ligne, la classe allégée permet plus facilement une attention aux écrits de chacun des élèves. En général, il n'y a pas une seule bonne manière de faire, mais plusieurs, et chacune doit être analysée. L'individualisation dans l'accompagnement du travail des élèves et le temps de mise en commun sont importants. Pour le calcul posé, l'enseignant explicite l'algorithme de l'addition par exemple. Il justifie la nécessité de commencer par les unités et le principe de la retenue en oralisant systématiquement par la suite toutes les pratiques au tableau et en les faisant oraliser par les élèves qui présentent leur travail également au tableau. Pour la soustraction, le choix de la technique est de la responsabilité de l'équipe du cycle. Cette technique sera conservée en CE2. En phase d'apprentissage, certains élèves en réussite peuvent produire un écrit qui est conforme au résultat attendu du maître, mais en ayant d'abord effectué mentalement l'opération en commençant par les dizaines. Par exemple, 62 plus 19 égale 81, car 60 plus 10 égale 70 et 9 plus 2 égale 11. Donc je rajoute une dizaine, puis j'écris le résultat de l'opération posée en ayant soin d'indiquer par un 1 le franchissement de la dizaine. Ici, l'élève n'apprend pas à utiliser l'algorithme de l'addition et lorsqu'il devra l'utiliser pour des nombres à plus de 2 chiffres ou pour des sommes de plusieurs nombres, il sera en difficulté. En phase d'entraînement, on focalise l'attention sur les erreurs. Erreurs dans les tables d'addition ou erreurs de procédure, chacun fait l'objet d'une remédiation en situation ou remédiation différée en groupe ou en APC. Voyons à présent la résolution de problèmes à l'école élémentaire. Elle donne lieu à des recherches individuelles diverses, avec des jetons, du matériel, des représentations analogiques diverses, des nombres, des opérations, ce qui va permettre d'intervenir pour chacun de manière appropriée, aider l'enfant à démarrer sa recherche, l'aider à se corriger, etc. L'enseignement de la résolution de problèmes s'appuie sur des échanges collectifs qui permettent à tous les élèves de présenter leurs idées, de proposer ou d'expliciter une méthode de résolution. Ce travail régulier vise à faire acquérir aux élèves des méthodes de travail pour comprendre des problèmes qui leur sont posés et pour choisir une stratégie de résolution. C'est un travail long que chaque élève effectue à son rythme. Temps de recherche individuel laissé systématiquement dès la lecture de l'énoncé, par exemple. Lorsque le problème posé est le même pour tous les élèves, la lecture de l'énoncé, à l'oral par l'enseignant en début d'année, puis lecture collective, puis lecture individuelle, ne fait pas l'objet de commentaires afin que les élèves réfléchissent individuellement. On lit l'énoncé plusieurs fois si nécessaire, afin que le texte lui-même ne soit pas un problème. Puis, on laisse les élèves chercher. Pour les élèves qui peinent à démarrer, l'enseignant intervient en questionnant. Qu'est-ce qui se passe dans ce problème? Peux-tu me raconter l'histoire sans les nombres? Peux-tu dessiner la situation? Ce type de question évite en effet que l'élève associe résoudre un problème et trouver la bonne opération. Ce qui, lorsqu'on ne dispose que d'une ou deux opérations, conduit inévitablement à trouver un résultat exact sans pour autant avoir compris le problème. Certaines tâches, parfois demandées à l'élève, telles que repère les mots-clés, les indices, souligne ce qui est important, sont en revanche à éviter, car elles ne produisent pas la compréhension de l'énoncé, c'est-à-dire du lien entre les informations.
Dès le CP, proposer des problèmes dont la résolution engage deux opérations. Deux additions, une addition et une soustraction, une addition et une comparaison par exemple. Car l'élève va chercher le sens des opérations au-delà de l'application mécanique. Toute situation de manipulation est problématisée et explicitée avec les élèves. Voyons maintenant le chapitre 2 qui aborde la pédagogie en classe dédoublée. Un CP à effectif réduit n'est pas un mini-CP. Les sciences cognitives ont identifié 4 facteurs qui déterminent la facilité d'apprentissage: l'attention, l'engagement actif, le retour d'information et l'automatisation. Le professeur des écoles s'adresse plus souvent à chacun des enfants dans une classe à effectif allégé. Les élèves peuvent plus facilement se déplacer et investir les différents espaces. Le professeur prend le temps d'observer chacun et la mise au travail, la gestion des transitions entre les activités sont accélérées. Le professeur, à partir d'un emploi du temps journalier qui évolue, organise des plages d'entraînement courtes qui alternent avec des plages de détente. Les échanges langagiers sont plus nombreux qu'en classe à 25 et ils sont gages de progrès en langage oral mais aussi dans tous les domaines. Pour éviter la sursollicitation, qui est un écueil possible avec un groupe restreint d'élèves, le professeur va organiser la journée en distinguant les phases d'apprentissage, les temps collectifs ou individuels, les travaux en autonomie, en grand ou en petit groupe. Il est important de les solliciter sur des temps courts. Les connaissances doivent être automatisées. En lecture, ce n'est que lorsque les procédures de décodage sont complètement automatisées que l'élève peut se concentrer sur le sens du texte qu'il est en train de lire. L'automatisation et la mémorisation passent par la répétition et l'entraînement. Le professeur doit donc envisager pour un même contenu plusieurs plages de répartition dans la même journée s'il veut obtenir une bonne mémorisation. Lecture de nombres entiers, lecture de syllabes, de mots par exemple. L'observation des élèves permet au professeur de réguler son enseignement. La lecture, dès le début de l'année, doit faire l'objet d'un entraînement intensif. Tous les jours, tous les élèves s'entraînent à lire à haute voix les syllabes, les pseudomots, les mots, puis des phrases. La fluence est travaillée tout au long de l'année sur des segments de plus en plus longs de la syllabe vers le texte. L'effectif réduit permet au professeur de faire lire à haute voix tous les élèves le plus possible, individuellement ou en tout petit groupe, en classe entière à partir de supports variés comme le manuel de lecture, des murs de syllabes et de mots, des textes 100% déchiffrables, etc. Le travail se poursuit au CE1 pour parvenir à une automatisation complète. Le professeur identifie en début d'année les élèves qui n'ont pas automatisé les procédures de décodage. Il propose quotidiennement un entraînement intensif, lecture de syllabes, de pseudomots, de mots, de petites phrases, puis de textes. Parallèlement, il conçoit la révision des graphèmes complexes pour les élèves encore hésitants et multiplie les exercices de fluence. Une remédiation peut aussi être organisée avec des petits groupes de besoins pour l'acquisition d'une compétence bien identifiée. On regroupera les élèves qui rencontrent la même nature de difficulté. L'organisation spatiale de la classe dédoublée est évolutive et flexible et elle permet un travail en îlot. Les élèves peuvent ainsi éviter le bruit et se concentrer autour du professeur des écoles. La flexibilité des groupes selon les compétences à renforcer est à encourager. Enseigner explicitement pour donner du sens aux apprentissages est nécessaire car les situations d'enseignement peuvent induire involontairement des sous-entendus, des malentendus qui constituent des obstacles pour les élèves. Il sollicite la reformulation des consignes, il invite à une expression sur les objectifs des apprentissages par exemple. Comment aider un élève en difficulté en classe dédoublée ? Il faut fixer des objectifs réalistes. Adapter la tâche, le matériel aux capacités, présenter l'information de façon simple, structurée, sans surcharge inutile, éviter la double consigne, solliciter les connaissances automatisées, aider l'élève à identifier les tâches intermédiaires et les réaliser une par une.
L'aménagement de la classe est un acte pédagogique qui se prépare en amont. En début d'année scolaire, le professeur donne aux élèves des habitudes de travail en les aidant à devenir plus autonomes et en les aidant à développer de la persévérance. Les travaux qui sont proposés en autonomie ont toujours été auparavant travaillés collectivement. Ni trop facile, ni trop difficile, le travail demandé doit éviter le risque de découragement et de désintérêt. Il est possible de mettre progressivement en place un plan de travail personnalisé permettant de travailler seul quand le professeur est occupé avec d'autres élèves. Cet outil ne comprend pas plus de 3 tâches à effectuer sur un temps donné. Les plans de travail hebdomadaires ne sont pas adaptés aux élèves de CP et CE1. Il n'est pas envisageable non plus que des élèves de CP soient livrés à eux-mêmes plus d'une quinzaine de minutes. Certaines tâches ne peuvent être réalisées sans l'aide du professeur. Par exemple, l'entraînement du geste graphique au CP nécessite sa présence pour corriger immédiatement les postures. La rédaction, qui est encouragée dès le début de l'année, nécessite aussi l'aide d'un adulte. La phase d'élaboration orale en présence du professeur est fondamentale. Voyons maintenant le chapitre 4 qui présente les évolutions à l'aide d'indicateurs. On commence par les résultats des élèves. Depuis la rentrée 2018, des évaluations nationales sont réalisées en début d'année au CP et au CE1, ainsi qu'au milieu de l'année de CP, pour fournir aux professeurs des écoles des résultats sur les acquis des enfants et les besoins qu'ils ont également. Les temps de concertation qui sont consacrés à la liaison cycle 1, cycle 2 portent sur l'analyse des résultats aux évaluations nationales, mais aussi les contenus didactiques, découverte du principe alphabétique, développement des habiletés langagières, vocabulaire, syntaxe, conscience phonologique, maîtrise du geste graphique, construction du nombre, les stratégies pour réduire la difficulté scolaire et le projet de réseau. L'action pédagogique au cycle 2 s'inscrit dans la continuité des apprentissages du cycle 1. Les recommandations pédagogiques pour l'école maternelle, qui ont été publiées au bulletin officiel du 29 mai 2019, guident les professeurs des écoles du cycle 1 par rapport au langage oral, l'apprentissage du geste graphique et de l'écriture, la construction de nombres et les langues vivantes étrangères. Que faut-il évaluer particulièrement en classe de CP et CE1 et comment envisager les évaluations complémentaires? Les évaluations nationales forment une batterie de tests prédictifs. Elles ne dispensent pas le professeur des écoles de concevoir très régulièrement des tests de positionnement courts, réguliers, directement liés aux enseignements. Tout en dédramatisant l'erreur, le professeur conjugue bienveillance et exigence en indiquant à l'élève les objectifs à atteindre. Par exemple, il peut réaliser des tests de positionnement en calcul mental, table d'addition, de soustraction, de multiplication, en lecture, déchiffrage à partir de syllabes puis de mots, en écriture, dictée, exercice d'encodage. Il est fortement conseillé d'évaluer systématiquement le lexique et la syntaxe des élèves en début d'année dans tous les niveaux de classe. C'est en observant les élèves lors des échanges informels et à partir de petits dispositifs d'évaluation que les besoins pourront être identifiés. Il faut également effectuer un rappel de récit, répondre à des questions orales, se présenter, décrire des images par exemple. Le professeur pourra alors planifier un enseignement structuré du langage oral. La connaissance des mots et la maîtrise des règles de syntaxe sont indissociables dans tout acte de parole, mais très inégales chez les écoliers au début du CP. La maîtrise du langage oral constitue un enjeu essentiel pour l'apprentissage de la lecture. Les capacités d'encodage au travers de dictées et d'essais libres sont à évaluer finement en début d'année, puis très régulièrement tout au long de l'année. En début de CP, elles attestent de la compréhension du principe alphabétique et de la connaissance des lettres. Tout au long de l'année et au début de CE1, les évaluations mesurent la maîtrise des correspondances entre lettres et groupes de lettres, graphèmes, et les sons, phonèmes, et la justesse orthographique. Des tests de fluence en lecture tout au long de l'année, à partir de syllabes, puis de mots, puis de phrases, et enfin des textes,
permettent de déterminer les entraînements intensifs qui sont nécessaires. À bientôt!